Bonjour Ninon. Attends, ce que c'était pas fait. Bonjour Sylvie. Attends, c'est encore en train de démarrer. Ah, c'est bon. Bonjour Ninon. Bienvenue pour cette investigation de 141 de calogérographasie. Voilà. Alors, pour rappeler aux gens, c'est des enquêtes qui sont faites dans plusieurs pays. Et donc, voilà, on est plusieurs à faire la même enquête avec le même protocole fixe pour un premier temps et libre pour un deuxième temps. Donc, Sylvie va être opératrice de support pour cette session et moi opératrice d'induction, je ne sais plus comment on dit, pour cette session-là. Et puis, du coup, voilà, moi, c'est Ninon Ferbesar, j'étais télépathe pendant un moment, puis là, je me mets à être de l'autre côté. C'est la première fois. Voilà. Ah, c'est vrai. Excellent. Ouais. Donc, tu me confirmes bien que tu ne connais pas le sujet de cette semaine. Non. Voilà. Oui. Non, Ok. je ne connais pas. Et on va donc commencer. Alors, on fait une induction de 5 à 1. Oui. Je te demande de prendre une bonne respiration, de te détendre, de bien ressentir le corps au niveau de la chaise, du lit, de te concentrer sur ta respiration. 5. Ton corps se sent de plus en plus lourd. Il s'enfonce dans le sol. Et tu entres petit à petit à l'intérieur de toi-même. Tu peux te concentrer sur ta respiration. 4. Toute l'énergie circule dans ton corps. Tu peux ressentir cette énergie. 3. Tu peux maintenant moduler les fréquences pour qu'elles soient idéales pour toi dans cette descente. 2. Ton corps se détend de plus en plus. Tu descends de plus en plus en état d'hypnose. Tu te sens légère et dans les conditions idéales pour partir. Et alors, est-ce que ça va? Ça va. Ok. Alors, hop. À mon 3, je vais te demander d'aller de te connecter au multivers. 1, 2, 3. Pour l'instant, j'ai l'image d'une galaxie. C'est le mot multivers qui m'a... Enfin, l'image classique de notre galaxie, comme ça, qui m'est venue. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? J'ai l'impression de quelque chose d'imbriqué. C'est plus tout à fait l'image de la galaxie tout à l'heure, mais c'est la notion d'imbrication qui vient. D'accord. Intéressant. Alors, on va commencer le protocole fixe et on reviendra à ça tout à l'heure.
Alors, qu'y a-t-il au-delà des limites de l'univers observable? Ben, toujours l'univers, parce que c'est pas parce qu'il n'est pas observable qu'il n'est pas là. Et là, enfin, évidemment, ça dépend de la définition de l'univers. Si on veut considérer que l'univers, c'est ce qu'on peut observer, alors il y a effectivement autre chose. Moi, j'ai l'impression d'un continuum. Euh, Mhm. c'est toujours cette idée d'imbrication qui revient. Et donc, d'une certaine manière, c'est quand même un tout. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers? C'est toujours l'univers, c'est la première impression que j'ai. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est homogène ou que c'est uniforme. C'est-à-dire que le fait que ça soit un tout n'empêche pas qu'il y ait des choses imbriquées, des choses dans le sens, peut-être même des univers imbriqués les uns dans les autres. C'est ce qui me vient. D'accord. Donc ça, c'est vraiment ce qui est lié au mot imbrication, hein, c'est ça? Oui, et même au mot univers, en fait. D'accord. Ok. Et donc, pour revenir à la question, est-ce que tu vois des choses au-delà des limites de l'univers tangible que l'on connaît dans le cadre de la physique, de l'astronomie? Je tique un peu sur le mot limite parce que justement, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Même D'accord. si nous, on donne des limites parce que c'est en fait nos capacités à le percevoir et à l'observer qui sont limitées. Mais c'est pas parce qu'on voit pas que ça s'arrête là. Enfin, c'est là où on voit, c'est pas forcément la fin, quoi. Ce Ouais, que c'est nous, on perçoit intéressant. comme une limite, c'est pas forcément la fin en soi. Et donc, j'ai l'impression que c'est ce que je perçois avec le mot univers, c'est un tout. Et en même temps, ce qui est dans la question du mot univers, c'est pas exactement le même sens. C'est dans le sens, effectivement, de l'univers que nous, on connaît ou qu'on a pu délimiter, entre guillemets. Et du coup, ça me donne l'impression que c'est pas exactement de la même chose. C'est pas la même chose, quoi. Ou alors, si on veut le voir autrement, c'est l'univers tel qu'on le perçoit, on va dire l'univers qui est dans la question, celui qui serait limité, il est une partie de l'univers tel que le mot résonne là dans ce que je perçois. Je vois. Alors, on va passer à la deuxième question. L'univers peut-il s'étendre? Alors, on reste encore dans l'idée d'univers tangible. Oui, Oui, alors, non ou partiellement. oui, Excuse-moi, j'ai oublié de je dire t'en ça. prie. C'est oui, non C'est le ou oui qui est partiellement. venu tout de suite, Ok. même avant que tu donnes les trois possibilités, parce Comme que quoi? quand tu, quand tu as dit peut-il s'étendre, en fait, j'ai vu justement l'expansion. Alors, c'est pas forcément une bonne image, mais disons comme une tache d'huile, tu vois, Mais en réalité, D'accord, c'est c'était plus intéressant. rapide que ça, l'image qui est venue. Parce qu'une tache d'huile, ça s'étend de façon relativement lente en réalité, mais l'image qui est venue, c'était beaucoup plus rapide. Rapide, c'est pas non plus tout à fait juste parce que ça fait trop. C'est pas lent, mais c'est pas non plus rapide, mais en tout cas, c'est régulier, euh, c'est comme si c'est un flux continu d'expansion comme ça. Mais alors j'ai vu, c'est pour ça que je pense que l'image de la tache, enfin la métaphore de la tache d'huile me vient parce que j'ai vu comme ça de façon finalement assez plane. C'est pas un truc explosif comme ça qui va dans toutes les directions. Je l'ai vu de façon horizontale, de façon plane comme ça, cette expansion. Mais c'est oui.
D'accord. Intéressant. Ok. Alors, du coup, vu que tu as répondu oui, pourquoi peut-il être étendu? La question paraît presque étrange, presque comme si elle se pose même pas du point de vue du fonctionnement de l'univers, c'est-à-dire que c'est comme si c'était sa nature intrinsèque de s'étendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté derrière ou quelque chose comme ça, c'est que c'est comme un mouvement spontané, mais ouais. Après, du coup, ça me vient de me dire, est-ce que ce serait possible que ça soit autrement? Et en pensant à ça, effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu comme une respiration, quoi. Un mouvement de respiration, donc. Ben, c'est comme nous, on respire. Pourquoi on respire? On ne sait pas trop bien l'expliquer, mais c'est pour vivre, c'est même pas une bonne réponse. C'est juste que l'être humain est fait comme ça, quoi. C'est un peu ça comme réponse. Oui, tu as raison. Mais effectivement, du coup, j'ai quand même vu ce mouvement un peu de respiration. Donc, ça veut dire que c'est continu, mais qu'il peut y avoir aussi des mouvements un peu contraires, mais pas forcément des contractions très fortes, mais dans vraiment quelque chose d'un peu, je sais pas, comme un mouvement des vagues ou comme une respiration, quelque chose de relativement doux, quoi. Je vois pas quelque chose de crispé, tu vois ce que je veux dire? Très bien, ouais. Intéressant. Alors, on va passer à la troisième question. Existe-t-il un nombre fini ou indéfini d'univers? Indéfini, ça c'est à peu près sûr parce que de toute façon, nous, on le sait pas. Enfin, même si on a un chiffre, on peut jamais être sûr qu'il est définitif. Par contre, est-ce qu'il existe un nombre fini? J'aurais l'impression que, alors, à l'instant T, oui, mais que c'est en perpétuel changement, donc il n'est pas pour toujours, quoi. Il n'est pas il peut y en avoir, ça peut se, comment dire, ça peut bouger ce chiffre. Il peut y en avoir d'autres qui se créent et d'autres peut-être même éventuellement qui disparaissent. Alors, à l'instant T, si on essaie de faire un arrêt sur image, on va dire en théorie, oui. Mais de notre point de vue à nous, c'est plutôt indéfini dans la mesure où, même si on a un chiffre, comme même avec les moyens techniques, mais nos connaissances, elles restent limitées. Donc, comme tout à l'heure, quoi, il y a l'univers connu, on va dire. Et donc, à l'intérieur de ça, on peut effectivement peut-être avoir un chiffre, mais il y a des grandes chances que ce ne soit pas vrai à l'échelle de l'univers global, quoi. C'est uniquement assujetti à ce qu'on est capable de compter, quoi, en gros. D'accord. Alors, on va passer à la suivante. Que perçois-tu par rapport au terme multivers ou dimension parallèle? Alors, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais si tu peux étayer un peu. Ouais, d'accord. Jusque-là, je n'avais pas forcément perçu multivers en termes de dimension, mais oui. Ok, je comprends mieux en même temps. Du coup, je comprends mieux pourquoi tout à l'heure il me venait le fait qu'il n'y en avait qu'un. Alors que, on va dire mentalement, j'aurais pensé que peut-être, oui, multivers, ça pouvait exister. Ok, maintenant je prends multivers dans ce sens-là. Eh ben,
oui, d'accord. Ah ben c'est ça cette histoire d'imbrication en même temps. C'est ces histoires de dimension. Alors ça veut pas dire ça veut pas dire que les dimensions sont mélangées, mais que ça soit imbriqué l'un dans l'autre. Et du coup, ce qui me vient, c'est que puisque l'univers, comme j'ai perçu tout à l'heure, l'univers c'est tout, avec tous les possibles, et donc tous les changements internes et le dynamisme interne qu'il peut y avoir. Du coup, la notion de multivers, effectivement, ça renvoie à des dimensions différentes qui sont imbriquées. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair pour l'instant. Et ouais, c'est-à-dire que si on a l'image de dimensions différentes, par exemple, on imagine la Terre, on va prendre une échelle qu'on arrive à se représenter. Si on imagine la Terre, on va dire la 3e dimension, et qu'on a l'image de la 4e, la 5e, qui serait comme des couches, comme ça, des sphères autour de la sphère, eh ben c'est pas ça. C'est au contraire, ça n'a pas c'est pas parallèle, c'est imbriqué. Un peu comme les poupées russes? Eh ben non, justement. Parce que les poupées russes, il y en a une autour, il y en a une autour de l'autre. Ben là, en fait, elles se croisent. Elles sont pas autour. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'imbrique, c'est ce sens-là, imbrication. C'est-à-dire que... Un peu comme un casse-tête? Ah bah peut-être, ouais. C'est-à-dire que si... C'est pas parce qu'on évolue, nous, dans la 3e dimension, par exemple, avec... Donc, bon, on va garder l'échelle de la Terre parce que l'univers, c'est quand même plus difficile à se représenter, mais c'est la même chose. Eh ben, dans l'image des poupées russes, on pourrait jamais être en contact avec la 4e, par exemple, parce qu'il y aurait comme un espace entre les deux et qu'il n'y aurait aucun point de jonction, aucun point de contact. Tandis que là, il y a des points de jonction, des points de contact, justement, parce que c'est imbriqué, c'est pas autour. Je sais pas si on arrive à se représenter un machin comme ça. Peut-être le casse-tête. Enfin, mais c'est en volume. C'est un truc en volume quand même, c'est pas de 2D. Un puzzle, c'est pas ça. Bah oui, non, c'est pour ça que je pensais plus au casse-tête, parce qu'effectivement, il y a aussi l'espèce de Rubik's Cube, là, ça pourrait faire penser à ça un peu, mais bon, c'est plus complexe, quoi. Alors, Rubik's Cube, on est en plein dedans à la maison. Et justement, je comprends que le Rubik's Cube, les choses sont imbriquées, mais se croisent jamais parce que chaque carré, il peut uniquement se déplacer sur des lignes fixes. Enfin, remarque que ça intervient peut-être pas, mais tandis que là, je vois plus des croisements. Donc finalement, quand on parle de dimensions parallèles, c'est pas vraiment parallèle, c'est plus croisé. Ouais, c'est ça que je tu pense dis, hein. que oui. En tout cas, oui. Alors après, bon, bien sûr, c'est pas mélangé du coup, donc ce serait plutôt des points de jonction, effectivement. D'accord. Parce que si on dit parallèle, effectivement, soit ça se touche pas, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de point de contact, soit alors, il faudrait imaginer que ce soit l'enveloppe, comme les poupées russes, l'enveloppe qui soit le point de contact, donc partout sur le pourtour, quoi, d'une certaine manière. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça, que ça c'est pas la bonne image, que au contraire, c'est imbriqué comme ça. Ce qui fait que, effectivement, il y a des points de jonction. Alors, peut-être des points, par exemple, géographiques sur la planète où le croisement serait plus palpable. Et puis, mais aussi, ce qui rend... Enfin, après, il y a la perception individuelle de chacun qui fait que certaines personnes peuvent accéder à d'autres
plus facilement à d'autres dimensions, par exemple, qui effectivement est en soi tout un univers, donc multivers, ce serait dans ce sens-là. C'est pas juste des points géographiques qui seraient externes, c'est aussi vraiment de l'intérieur. Là, tu Alors, on parles de s'éloigne. fréquence ou de vibration, c'est ça? Selon la conscience de la personne? Pas. Est-ce que c'est des fréquences, je Non, c'est compte. juste pour savoir si c'est ce que tu dis. Hein. C'est pas pour t'influencer, c'est plus pour comprendre. Ouais. En fait. Est-ce que c'est plus sur les capacités de perception pour moi? Mais oui, D'accord. peut-être ça peut ça dépend si on entend fréquence par rapport aux émotions et tout ça, c'est pas vraiment ça, c'est plus est-ce que c'est un niveau de conscience? Je sais pas, c'est une qualité, enfin qualité, peut-être ça, c'est une qualité de perception, mais pas dans le sens meilleure qualité ou moins bonne qualité, mais une certaine aptitude à la perception de ces chevauchements, de ces croisements-là, que peut-être D'accord. certains perçoivent pas, mais que d'autres perçoivent. Intéressant. Ok. Ouais, intéressant à creuser ça. Alors, on va continuer. Si le multivers est possible, donc on est parti de ce principe a priori, les univers parallèles sont-ils dépendants ou indépendants les uns des autres? Bon, on a déjà amplement répondu, mais si tu peux avoir plus d'infos éventuellement. Ben, je dirais qu'il y a un peu des deux parce que il y a des croisements et il peut y avoir des interactions manifestement, mais dans quelle mesure l'un influence sur l'autre, à l'échelle de l'univers comme ça, j'ai du mal à le percevoir. Mais certainement, parce que c'est c'est pas très clair pour l'instant parce que à la fois ça semble quand même indépendant plus ou moins. Prends bien le temps. Hein. C'est-à-dire que ça dépend si on se place à l'échelle des êtres humains, par exemple, ou à l'échelle des univers. À l'échelle des êtres humains, on n'a pas forcément beaucoup de j'ai pas l'impression qu'on ait d'impact. Peut-être que ça a un impact sur nous, ça par contre, faudrait voir. Mais si on essaie de, c'est-à-dire multivers, c'est un univers multiple. C'est pas des univers différents. Ah, c'est intéressant ça. C'est un univers multiple. Donc nécessairement, il y a des influences. Enfin, ça joue plus ou moins ensemble. C'est interconnecté, quoi. Mais quel est l'impact que que les multidimensions, on va dire, peuvent avoir? Difficile à mesurer. Mais nécessairement, ouais. Bon, on pourra aller creuser si tu veux tout à l'heure, sauf si tu vois quelque chose maintenant. Ben là, tout d'un coup, m'apparaît cette idée du multivers. En fait, c'est ça, c'est un univers multiple. Alors après, peut-être que effectivement, il peut y en avoir encore d'autres parce que c'est infini, mais déjà pour, on va dire, ce qui nous parle et ce qui nous concerne à notre échelle, c'est déjà c'est déjà des échelles tellement énormes que. Mais rien n'empêche qu'il y en ait d'autres, évidemment, mais. Voilà, ça fait cling. J'imagine bien. L'ampoule qui s'est allumée. Bon, on ira creuser sur le sujet si on a le temps. Ok, alors, en tout cas, c'est très intéressant pour l'instant. Alors, s'ils sont dépendants,
Donc tu l'as dit partiellement quand même, hein. Mhm. Observe comment ils s'affectent les uns et les autres. Alors tu me dis si tu as besoin que je te fasse 3. Si c'est Ouais, bon. peut-être. On va essayer comme ça Ouais. va peut-être. Alors, observe comment ils s'affectent les uns les autres. À mon 3. 1, 2, 3. Tu me dis si tu vois. J'ai une image de comme imagine les différentes couches là qui sont un peu imbriquées et qui sont comme, comme quelque chose de souple et qui du coup quand il y en a un qui gonfle, ben, celui qui est immédiatement à côté est rétréci et inversement. Comme un peu un truc de vase communicant, même si ça c'est pas forcément la bonne image parce que c'est plus en termes d'espace. C'est-à-dire que s'il y a un endroit qui s'expanse, ben, l'autre qui est juste juxtaposé comme ça va se réduire et inversement, mais c'est dynamique. Donc, ça, je vois l'influence de cette manière. Je sais pas si tu arrives à te représenter. Mhm. Comme des... Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça bien? Comme... C'est un peu comme... Non, nuage, c'est pas ça. Comme un... Tu vois des espèces de ballons, genre ballon de baudruche, mais dedans, il y a un espèce de liquide, un espèce de gel. Et du coup, si tu peux appuyer d'un côté et ça va faire grossir de l'autre, etc. Tu vois? Ah oui. Donc, si ça gonfle d'un côté, ça se réduit de l'autre, et si tu appuies de l'autre côté, ça gonfle de l'autre, etc. Donc, c'est un peu ce genre de relation. Ouais, c'est intéressant. Là, je vois bien, hein. Ah, c'est l'image qui vient là. Mhm. Comme il y a une harmonisation, peut-être, qui se fait. Oui, aussi, oui. Du coup, C'est exact, l'idée, c'est oh, ce qui ouais, ressort dans ce que tu dis, j'ai c'est ça. l'impression. L'ensemble, finalement, est toujours pareil, mais la distribution interne, ça se module les uns en fonction des autres de façon à, bah oui, toujours garder l'équilibre en fait. D'accord. Enfin, l'harmonie, c'est le bon terme aussi, je pense. Bah, c'était juste pour vérifier que j'avais bien compris. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Ça paraît bien. Et vu comme ça. Enfin, expliqué comme ça, oui. Ok. Alors, on continue. Mm. Quelle loi, condition? Tu veux peut-être que je te fasse revenir ou c'est bon? Je pense ça va, on va voir la question. Ok. Quelle loi, condition ou facteur génère le multivers? Quelle loi, condition, facteur, génère le multivers? Qu'est-ce Mm. qu'il a créé? J'imagine. J'ai à la fois l'image du Big Bang là qui me vient un peu comme comme s'il y avait un point d'origine qui pouvait être comme ça dans une espèce de, d'explosion, mais de manifestation qui aurait créé tout ça. Mais qu'est-ce qui... Est-ce que tu veux bien répéter qu'est-ce qui conditionne la question, s'il te plaît? Quelle loi, Ah, condition ou facteur génère le multivers? génère le multivers. Ben, un peu, avec le mot loi, ça me ramène à l'harmonie, vraiment une loi de l'harmonie. C'est-à-dire que c'est
ça évolue, c'est dynamique, ça peut s'expanser et même éventuellement se rétracter, etc. Mais la seule contrainte, entre guillemets, enfin c'est pour ça la loi, ça fait penser à ça, c'est que ça soit en équilibre. Alors, c'est pas contrainte parce que c'est pas assujetti à ça, mais ça ne peut fonctionner que dans l'équilibre, dans l'harmonie, justement, entre ces multiples dimensions. Intéressant. Ouais, donc c'est le mot harmonie et équilibre, harmonie, quoi, les deux. Est-ce que tu perçois autre chose? Ben, par rapport à équilibre, je veux juste préciser que c'est pas un équilibre bien-mal. C'est plus dans le sens harmonie. Dans le sens, c'est pas un truc de dualité. Voilà. D'accord. Intéressant. Alors, on va passer à la suite. Est-il possible de voyager dans le multivers? Oui, non ou partiellement? Ah bah oui, c'est ce qu'on fait, non? C'est un peu la première chose qui m'est venue. J'adore la réponse. Bah oui, et a priori, oui. Puisque de toute façon, si on conçoit vraiment ce multivers comme ces différentes dimensions, nous-mêmes, nous existons sur plusieurs dimensions en même temps. Donc, alors, est-ce qu'on appelle ça voyager? Je ne sais pas, mais on existe comme l'univers est multiple, nous aussi sommes multiples dans ce sens-là. Alors, voyager, il ne s'agit pas de prendre une navette et puis d'aller se balader, je ne sais pas où, mais c'est dans l'idée que nous sommes déjà sur ces plusieurs plans. D'accord. Donc, je dirais oui. Et si tu te focalises sur le voyage, Oui, ça me ramène à l'hypnose, à ce qu'on fait, par exemple. D'accord. Où effectivement, on peut considérer ça comme un voyage. Même si ce qui me vient là, c'est que au fond, ça n'est rien qu'un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous-mêmes étant sur ces différentes dimensions, dans cet aspect multiple, eh bien, effectivement, on voyage dans ces multidimensions, mais au fond, c'est toujours à l'intérieur de nous que ça se produit. Très intéressant. Oui, c'est hyper intéressant. Ok. Eh ben, on va faire la dernière. La 9. Alors, si oui, tu as répondu oui, comment est-il possible de voyager? Déjà partiellement répondu, mais si tu arrives à étayer. Ce qui me vient, c'est le contraste de dire ce que ça n'est pas, c'est pas l'image de la fusée qui va sur la Lune, quoi. C'est pas ça, voyager dans le multivers. C'est vraiment... Ouais. Finalement, la seule manière d'y accéder véritablement, c'est d'y accéder via soi-même à l'intérieur de soi. D'accord. Parce que l'univers, finalement, il est en soi, en nous-mêmes, quoi. Il n'est pas à l'extérieur de nous, on en fait complètement partie. Donc, à la fois ça nous dépasse, mais en même temps, il est à l'intérieur. Enfin, évidemment, l'image, si on réduit ça à une image simple d'un univers à l'intérieur d'un corps, ça marche pas. Mais nous sommes le multivers, d'une certaine façon. Intéressant. Justement, on va pouvoir aller creuser vu qu'on a fini le protocole fixe. Au niveau de voyage, tu dis du coup qu'on voyage plus à l'intérieur de soi.
est-ce que ce serait lié, est-ce que tu vois quelque chose de lié avec l'intention, la pensée, au niveau des voyages? Est-ce que c'est Ah oui, ça, la conscience peut-être, pour être plus large? Est-ce oui. que c'est Ben, lié à ça? déjà, pour voyager, il faut le vouloir, il faut en émettre l'intention. Encore que peut-être que la seule fois où ça se produit de façon, on va dire, fortuite, ce serait quand on dort. Mhm. Mais sinon, si on a vraiment l'idée de voyager avec l'intention de voyager, effectivement, il faut émettre cette intention. D'accord. Sinon, on serait perdu, en fait. On serait nulle part. Tu vois ce que je veux dire? On Mhm. serait comme flottant, quoi, sinon. Si jamais on était tout le temps en train de voyager, même si ça doit se faire à un certain niveau, mais au niveau de notre vie ordinaire, ce serait pas viable, quoi, d'une certaine façon. D'accord. Il y a, il y a disons que ça se produit à un certain niveau, justement, dans ces différentes dimensions, mais dans la dimension de notre vie quotidienne, euh, si on veut voyager là et faire, c'est là qu'on va conscientiser qu'on voyage à l'intérieur de soi et qu'il faut d'abord en avoir l'intention. Mhm. Si c'était fortuit comme c'est fortuit dans les rêves, dans le quotidien, on serait paumé en fait. Mhm. D'accord. Mhm. Enfin, ça, c'est, Et disons, la perception par rapport à notre point de vue à nous d'être humains incarnés dans la troisième dimension, quoi. ouais, d'accord. Et quand tu dis que c'est fortuit dans le sommeil, ça voudrait dire que dans le sommeil, au niveau de la conscience, enfin, comment tu vois ça, justement? Bah, c'est l'idée que on n'a pas l'intention, enfin, la plupart du temps, on va dire, on n'a pas forcément l'intention de rêver ou l'intention de voyager. Alors, certains peut-être oui, mais on va dire de façon un peu spontanée, on s'endort. L'intention qu'on a priori, ce serait déjà de s'endormir. Puis après, ce qui se passe pendant le sommeil, euh, alors peut-être que c'est contrôlé à un autre niveau, bien sûr, par la partie subliminale, etc. Mais au niveau de notre conscience ordinaire, on n'a pas besoin d'émettre cette intention, comme on le ferait pour voyager ou s'introspecter, par exemple, dans la journée, quoi. C'est ça D'accord, que mais je veux dire. c'était ça que Mais je voulais après, voir. à un autre niveau, certainement qu'il y a une intention, mais c'est pas au même niveau. Voilà, c'est ça, d'accord. C'est bien, ok, c'était cette idée-là que je voulais creuser, effectivement. Ok, ok. Hmm, intéressant. Bon, alors, du coup, on va revenir un peu sur ce que tu as dit, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont hyper intéressantes. Alors, à un moment donné, tu parlais des limites de notre conscience pour définir l'univers. Est-ce que tu pourrais creuser un peu plus là-dessus, éventuellement? Peut-être pour que les gens puissent comprendre un peu plus cette idée-là. Euh, Quand tu dis limite de notre conscience, il y a le fait que c'est difficile de se le représenter. Oui, Au-delà d'une certaine échelle, c'est tellement vertigineux que ça n'a plus tellement, on n'arrive plus à mettre de signification vraiment. Mais tout à l'heure, je pensais plutôt aux limites de nos connaissances, on va dire, par exemple en astronomie. Les limites hmm, de, on est limité aussi par notre technologie et par nos connaissances. Donc, on d'accord. perçoit l'univers comme limité, mais en fait, c'est parce que nos outils nous permettent pas d'aller plus loin. Mais en fait, l'univers, il s'arrête pas forcément à ce qu'on est capable de mesurer, par exemple, avec notre technologie. Ah, donc c'est plus là pour toi, c'est plus les outils qui nous limitent. Ouais, ouais, déjà les outils, Hmm, la technologie, et puis après, peut-être aussi, on va dire pour le commun des mortels, la perception, quoi, parce que au-delà d'un certain, enfin, une fois qu'on a dit qu'il peut y avoir des tas de galaxies et que bon bah
ça veut plus trop dire grand-chose qu'il y ait, je sais pas moi, par exemple, on dit qu'il y a 10 galaxies dans notre univers ou qu'il y en ait 3 milliards. En fait, à notre échelle, on perçoit pas la différence, quoi, ça n'a plus de sens. Ouais, moi, je vois bien l'idée. Ok. Ouais, donc c'est dans l'idée de quantification, au bout d'un moment, on perd cette notion Ouais, ça représente plus rien. de représentation. D'accord. Ok. Alors, tu as parlé aussi d'expansion, mais de forme horizontale. Est-ce que tu pourrais approfondir ça? Cette idée-là était assez intrigante. Ouais, c'est l'image qui est venue. Autant la toute première image, c'était l'image un peu classique qu'on a de notre galaxie, que du coup, je voyais, on va dire, comme ça, quoi, l'image devant moi, devant les yeux. Et quand il s'est agi d'expansion, ben, l'image était comme ça, plutôt horizontale. Et avec ce mouvement un peu là. Alors, je peux même pas dire des vagues parce qu'il y a ce mouvement d'expansion et ce mouvement vers le centre, entre guillemets. Je sais pas s'il y a vraiment un centre, mais quand même, si, j'ai l'impression. Et donc, c'est un peu cette image comme ça qui revient là. Est-ce qu'on pourrait penser à des battements de cœur? Parce qu'il y a une théorie autour des battements de cœur de l'univers. Ouais, je pensais respiration, tu vois, tout à l'heure, je disais Respiration, respiration. c'était ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. J'aime bien l'image de la respiration. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus proche que battement de cœur. En fait, c'est un mouvement plus, je dirais, de réception-éjection. C'est ce qui Ouais, vient. Tandis que respiration, c'est plus un mouvement d'expansion et de contraction. Et d'accord. donc, j'ai l'impression que c'est plus ça qui correspond. Et en continuant sur cette analogie, est-ce qu'il y aura un lien justement par rapport aux particularités de l'expansion? Est-ce qu'elle aurait éventuellement cette particularité de l'univers de le faire respirer d'une certaine manière, hein? Ouais, tout à fait. C'était ça, vraiment l'idée, ouais. Comme D'accord. si, alors, comme si ça respirait, mais évidemment, il ne s'agit pas de faire entrer de l'air, quoi. On se comprend. Oui, C'est plus sur le mouvement. Mais oui, il y a cette idée un peu de pulsation. Alors, c'est peut-être là que ça rejoint le cœur, c'est la pulsation, mais dans le sens du rythme, quoi. ouais, parce que tout à l'heure, tu avais mis un mot qui ressemblait au cœur, je l'ai noté. Zut, je le retrouverai peut-être, mais il y avait un mot qui était beaucoup plus proche. Contraction, je crois, c'était ça. Et Ouais, du coup, j'ai peut-être. pensé à cette théorie. Mm. D'accord. Ouais, l'image, la respiration me paraît plus pertinente là de ce que je perçois, mais en lien avec le cœur, il y a effectivement cette idée aussi de pulsation dans le sens du rythme régulier du mouvement et, et contraction aussi, oui, pourquoi pas. Mais c'est Et, vrai aussi pour la respiration, la contraction. et du coup, il y aura un sens à ça? Bah, ça me renvoie à ce que j'ai perçu tout à l'heure sur le fait que ça soit vraiment comme la nature profonde de l'univers de fonctionner comme ça. D'accord. Euh, presque, si ça fonctionnait pas comme ça, ce serait pas un univers. D'accord. Enfin, ou multivers, hein, mais Mhm. c'est pas incompatible. Intéressant. Ok. Donc, ça fait partie de la nature même de ce que c'est que l'univers, visiblement. Ok. Ouais, puis c'est intéressant parce que depuis le début, tu ne parles pas de création. C'est vraiment quelque chose qui est Oui, lié à une loi. Mais c'est ça qui est très intéressant dans ce. ouais. Mm. Tout à l'heure, quand on est allé chercher l'histoire de l'origine, qu'est-ce qu'il a généré et tout ça, bon, il y a un peu l'image du Big Bang qui est venue, mais en même temps, la sensation que c'était comme un truc autogénéré. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Mm. Parce que même le Big Euh, Bang, est-ce qu'il est enfin, il pourrait être autogénéré, quoi.
Bon, moi, je dis ça, je connais rien, mais c'est ce qui vient. Tiens, bah, justement, on peut peut-être aller voir, si on part du principe qu'il y a un rythme régulier, on peut peut-être aller voir un Big Bang et voir un peu le début, comment ça se passe, si ça te va. On peut compter jusqu'à 3 si tu veux. Ouais, ouais, je veux bien. Alors, à mon 3, tu seras un Big Bang et tu pourras nous décrire le début. 1, 2, 3. Alors, ouais, c'est pas forcément très très clair, mais à ce moment-là, justement, mais les battements de mon cœur ont résonné aussi. Donc, il y a comme cette image de... C'est marrant parce que j'ai l'impression, quand on dit explosion, on a l'impression de quelque chose d'assez fulgurant. Tandis que là, l'image, c'est comme si c'était une explosion un peu au ralenti. Alors, je ne sais pas bien l'expliquer, mais comme s'il se passe quelque chose, mais qu'il y a... Comment dire? C'est comme si le Big Bang, on va dire, ce truc qui est le point de départ, qui a déclenché, donc devrait être, d'une certaine manière, l'image, ça devrait être un peu chaotique, quoi. Mais en réalité, de ce que je perçois, c'est justement pas chaotique. C'est très contre-intuitif, je trouve, mais c'est comme si justement ces respirations étaient déjà là. Alors, en tout cas, elles sont déjà là je ne sais pas si elles sont déjà... Mais si, elles existent déjà, en fait. Quand tu dis elles sont déjà là, c'est au niveau informationnel, c'est sous quel aspect? Ben, peut-être c'est ça, justement. J'ai du mal à savoir si c'est déjà installé ou si c'est déjà comme programmé, quoi. Ah oui. Comme peut-être une espèce d'ADN ou une espèce de codage qui fait partie de la nature intrinsèque de... Ce que j'arrive pas bien à percevoir, c'est qu'admettons qu'il y ait cette explosion initiale, mais qu'est-ce qui explose et qu'est-ce que ça génère? Parce que autant mon image du Big Bang est très matérielle, en fait, comme je sais pas, on dirait une météorite, et puis ou des planètes, mais quelque chose de matériel vraiment palpable, autant cette notion de multivers, avec toutes ces dimensions imbriquées comme ça, en fait, ne me paraît pas aussi matériel. C'est presque au niveau de l'idée, quoi. Au niveau, je sais pas si j'arrive à expliquer, mais c'est comme si c'était avant tout conceptuel, et après, ça peut prendre une forme concrète, mais parce que nous, dans notre 3D, effectivement, ça existe sous forme concrète, quoi. On peut le toucher. C'est du dur, c'est du matériel. Mais finalement, dans les autres dimensions, ça l'est pas forcément autant. C'est bien pour ça qu'on parle de dimensions subtiles, n'est-ce pas? Ça n'a pas cette matérialité, cette physicalité. Et donc, si on reprend à l'origine même, c'est comme une espèce de concrétion de tout. Donc, ça n'a pas forcément, on l'imagine comme un truc concret, une roche qui explose et qu'on voit plein de météorites dans toutes les directions, mais ce que je perçois là, c'est qu'en fait, c'est pas tellement dans ce domaine concret, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est pour ça que c'est toute la respiration et tout le fonctionnement, en fait, il n'y a pas de chaos, bizarrement. Même si c'est une espèce d'explosion au départ, j'ai l'impression que c'est pas un chaos. Ouais, ça revient à l'idée d'harmonie et d'équilibre, quoi. C'est ça. Qu'il y a une Et espèce qu'en de... fait, elle est là cette notion-là est là dès le début, contrairement à ce qu'on intéressant. pourrait penser. C'est pas un chaos qui ensuite s'est apaisé et devenu harmonieux. C'est comme tout à l'heure, ce qui est venu, c'est que c'était justement une loi qui régissait tout ça. Et ben, si cette loi qui régit tout ça existe, ce qui semble, eh ben, elle est là tout le temps. C'est pas d'abord non, puis ensuite oui, c'était déjà comme ça, même au moment
du point de départ si on veut revenir au point de départ. Et donc là, tu Donc, parlais de rythme. Ah, pardon, tu peux oui. continuer si tu Non, as je t'en encore des prie. choses. Tu parlais de rythme. Du coup, il y aurait une idée de cycle. Est-ce que c'est des répétitions de même chose ou il y a enfin, avec une évolution à chaque fois ou, enfin, toi, comment tu vois ça, toi? Cycle, oui, dans le sens de la respiration. Oui, voilà. Mm. Mais est-ce que j'ai pas l'impression de cycle dans quelque chose qui s'expanse et qui reviendrait au point de départ? Mm. J'ai l'impression que l'expansion, même s'il y a un peu des contractions comme ça s'arrête pas. Et qu'il peut y avoir D'accord. des nouveaux points de départ, des nouvelles choses qui se créent, mais ce qui a été créé ne va pas se décréer pour se créer à nouveau. J'ai l'impression encore que bon, peut-être que si, mais En tout cas, ils gardent éventuellement les informations. C'est ce que tu sembles percevoir dans ce que tu dis. Tu as parlé de programmation. ouais. Ben, cette loi de l'équilibre là, elle est toujours là. Elle était Ah, ça, là c'est dès le d'accord. début. Ça, c'est lié à la. Eh bien, La justement, notion de cycle, j'ai du mal à l'apercevoir là. Sur un cycle court de respiration, oui, mhm. relativement court. Après, relativement court à l'échelle de l'univers. Mais un cycle long, par exemple, où ça reviendrait au début, ça parle pas, ça. Ok, bon, c'est pas grave, hein. C'est pour mieux comprendre. Alors, justement, tu parlais de cette fameuse loi. Donc, on Mhm. parle souvent des lois universelles. Est-ce que tu Mhm. arriveras à avoir un point d'origine de cette loi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une intention derrière, une création, pardon, une conscience, pardon, oh là là, on va y arriver. Voilà, est-ce que ça pourrait, parce que tu parlais d'ADN, enfin voilà, j'essaie de creuser pour voir. Mhm. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette loi? Mm. Là, il n'y a rien qui vient tout de suite. Ça semble. C'est déjà tellement vaste, tellement à une échelle tellement immense que envisager qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'origine de ça, ça veut dire qu'il y aurait encore quelque chose de plus vaste finalement. Et je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ça ou d'où vient cette loi, quoi, en fait, c'est ça la question. Ouais, voilà, éventuellement, si tu arrives à voir quelque chose au-delà de la loi. Là, il n'y a rien qui vient de précis. Il n'y a C'est rien pas de grave, précis là. pas de souci. Alors, on va se reconcentrer un petit peu plus dans ces cas-là sur les dimensions et le multivers. Tu parlais de points de contact et de jonction. Est-ce que tu pourrais Mm. étayer un petit peu plus là-dessus? Et tu me dis hein, si tu as besoin de temps en temps de revenir. Ben, ça va, j'ai l'image de comme des lignes qui se croisent avec des espèces de nœuds, enfin des nœuds, des points de contact, parce que nœud, c'est pas correct, des points de contact. Mais je vois cette image de ligne et en même temps, il y a quand même une épaisseur là-dedans, parce que c'est une ligne n'est pas vraiment une dimension. Alors comment dire? Mhm. Ou alors, c'est-à-dire que si on se met on regarde de très très loin, ça peut faire comme une ligne, mais je crois que l'image de la ligne, c'est plus pour illustrer les points de jonction Mhm. que pour représenter chaque euh, plan ou chaque dimension de l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans chaque plan, je vois quand même une espèce d'épaisseur. Ouais, c'est bizarre parce que du coup, je sais pas bien.
comment les deux se combinent. Peut-être que c'est juste que j'ai du mal à percevoir une dimension sans épaisseur, c'est possible. Mhm. Mais C'est pas l'image grave. en visuel, c'est plutôt des lignes qui se croisent. Des lignes qui se croisent, d'accord. Ouais. Est-ce que éventuellement il y aurait une raison à ce croisement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des jonctions, des points de jonction comme ça? Eh ben parce que c'est un tout. C'est un tout imbriqué, encore une fois. Ouais. D'accord. J'ai du mal à le voir autrement que comme ça. Non, mais c'est très bien. Tu voulais ça relié à la perception. Est-ce que tu peux étayer un peu? C'est dans la même ordre d'idée, hein. Tu parlais vraiment de la perception humaine liée aux jonctions. Est-ce que Oui. tu vois quelque chose? Ben, c'était dans l'idée que certaines personnes sont plus sensibles à ça et peuvent percevoir justement ces points de jonction qui peuvent avoir un accès à d'autres dimensions, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais et que peut-être il y avait aussi cette idée qu'il y a des endroits où c'est plus palpable que d'autres. Des endroits sur la planète où c'est plus, oui, plus palpable. Je vois une espèce de désert là, mais c'est pas le Sahara, mais c'est un désert, une zone un peu aride comme ça. Je situerais peut-être au Moyen-Orient ou quelque chose comme ça, et qui semble plus où c'est où d'autres dimensions vraiment se rejoignent avec la nôtre et si on se trouve là, on arrive à peut-être percevoir des choses qu'on perçoit moins ou pas dans d'autres zones. Ah, tiens, j'ai une idée pour peut-être éventuellement percevoir les jonctions. Est-ce que tu peux te connecter à une personne justement qui est plus sensible et voir comment lui il perçoit l'accès? Si tu veux, je peux t'aider, hein. La première qui me vient, c'est Letra en fait. D'accord. C'est pas, je sais pas si je me connecte vraiment à elle, mais c'est l'image de quelqu'un qui voit ces plusieurs dimensions en même temps. Et du coup, qui perçoit la vie qu'il y a dans chacune des dimensions de façon comme rapprochée, comme si on superpose des plans. L'image que j'ai, c'est une façon de faire les dessins animés avec avec des plaques en verre. Et sur chaque plaque, il y a une partie du décor. Et en les mettant comme ça les unes devant les autres, ça nous donne la profondeur et ben, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça fait. C'est cette impression que ça fait que il y a chaque plaque en verre, si on garde cette image, serait comme une dimension ou un plan de ce multivers et que elle arrive à les percevoir comme ça dans la profondeur, de façon simultanée. D'accord. Ok. Donc finalement, ce serait l'idée qu'elle perçoit plusieurs choses en même temps. La jonction, ce serait plus elle, en fait, finalement, dans un sens. C'est elle qui est capable de tout voir. Ah. Oui, parce que c'est toujours là de toute façon pour tout le monde. Mais après, la plupart d'entre nous ne le perçoivent pas comme ça, surtout dans un état de conscience ordinaire. En hypnose, c'est encore différent, mais à l'état de conscience ordinaire, la plupart d'entre nous, on ne perçoit pas ça. D'accord. Donc, c'est la jonction, c'est pas les superpositions, mais les croisements de ces dimensions, ils sont toujours là. Et ces points de jonction, effectivement, ça passe à travers nous, puisque c'est soit on les perçoit, soit on les perçoit pas.
Et du coup, ces jonctions-là, ça nous permet un accès complet aux autres dimensions ou c'est partiel? Non, partiel. Partiel. Ouais. Après, je suppose que selon les personnes, ça peut être plus ou moins précis, mais de façon générale, c'est justement parce que c'est à un point, parce qu'on perçoit à l'instant T un espace-temps, on va dire. Mais on ne perçoit pas la totalité du plan, des dimensions. Ouais, je vois. Donc, c'est forcément limité. Ouais, intéressant. Ouais. Ok, tu peux revenir dans le moment présent. Alors, à un moment donné, tu as bien résumé tout ce que tu disais. Tu disais, c'est pas des multivers, mais un univers multiple. Je trouve ça, Ouais. enfin, différents univers, mais je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et tu parlais d'autres univers possibles. Est-ce que tu arriverais éventuellement à voir s'il y a d'autres formes de création comme ça ou d'autres... Enfin, non, je m'exprime mal. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont pareilles, des structures pareilles ou des différentes? Voilà. Est-ce que tu arrives à aller au-delà, éventuellement? Ben, oui, c'est... En tout cas, en théorie, c'est possible. Parce que si un multivers existe, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres, sauf à considérer que ce multivers englobe la totalité de ce qui existe et après peut-être alors que... Enfin, comment dire? J'ai l'impression que cette idée de vouloir séparer et de vouloir compter, ça reste lié à notre manière de penser en être humain, mais que finalement, à l'échelle de l'univers ou du multivers, ça se pose pas parce que qu'on dise un univers multiple ou des multivers, en fait, c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de, il n'y a pas de séparation puisque à une certaine échelle, c'est toujours un. D'accord. Où qu'on se place. Donc, on revient toujours à l'unité de toute façon. Même si on veut considérer qu'il y en a plusieurs, à une échelle, on va dire, supérieure, il y a toujours de quoi englober tout dans un tout. Ouais, c'est intéressant. Et à part univers, a priori, on n'a pas d'autres mots, ou multivers, pourquoi pas, mais du coup, voilà, ça reste un. Ok. Bon, on va rester sur cette idée-là, alors, dans ce cas-là. Ok. Je regarde s'il y a d'autres choses. On a beaucoup été dit sur l'harmonisation, le dynamisme. Non, bah, peut-être une dernière question. Est-ce que tu as d'autres formes possibles d'univers, même si tu dis que ça fait un au bout d'un moment? Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres manières de le percevoir que celui qu'on connaît à travers les différentes dimensions? Je dirais que tout est possible parce que comme de toute façon tout est assujetti entre guillemets à cette loi de l'équilibre, peu importe la forme que ça prend ou par exemple si on veut dire qu'il y aurait plusieurs multivers et certains auraient plus de dimensions ou de couches, enfin que d'autres, tout est possible. Mais quoi qu'il en soit, la loi de l'équilibre, de l'harmonie est respectée. Je sais pas si ça répond à la question. Tout est possible tant que cette loi est respectée. Voilà. C'est intéressant. Donc mais c'est dans l'autre sens, c'est cette loi régissant tout ce qui est créé, tout ce qui existe,
répond à cette loi, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment... Ouais, on a bien... ouais, ça a été très intéressant. Bah, je pense que là, j'ai fini au niveau de la partie libre. Si tu as encore des choses à Non, ajouter, je tu trouve peux le que faire si tu veux. Ben, tout à l'heure, quand l'idée de revenir au 1 me paraissait en soi une assez bonne conclusion, mais donc non, j'ai rien de plus pour là, a priori. Ok, bon. Bah, alors, dans ces cas-là, je vais te faire revenir. Donc, je vais te demander de te déconnecter déjà de tout et de tout ce que tu as vu. Prendre une bonne respiration, revenir à toi. Et à mon 3, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu seras réveillé avec les yeux ouverts. Alors, 1. Tu te concentres sur toi, ta respiration, et tu retrouves ton corps, les sensations autour de toi, la pièce. 2. Tu sens l'énergie qui circule dans ton corps. Tu peux réharmoniser les fréquences si tu as besoin. Et à mon 3, tu pourras revenir avec les yeux ouverts. Et tu peux déjà commencer à bouger les membres. 3. Ouais, je suis là. Je J'étais suis déjà là. là. Ok. Mais ouais, c'est bon, je suis revenue palier par palier quand même. C'est parfait. Bon, ben, je vais te dire Merci merci. beaucoup. Et puis, au revoir Eh tout le bien, merci monde. beaucoup. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.